David Chanteran, historien et journaliste, et je suis notamment rédacteur en chef de la revue du Souvenir napoléonien et du magazine Napoléon Ier. Alors, Napoléon a abdiqué à Fontainebleau en avril 1814. Et en échange de cette abdication, il est devenu souverain à part entière de l'île d'Elbe, qui est un petit territoire mais qui est devenu français depuis 1802. Donc, il est pleinement ce souverain de l'île d'Elbe, et pendant 10 mois, il va lancer de grandes réformes de construction, de routes, d'hôpitaux, mais également importer la parmentière. Et de cette manière, pendant 10 mois, l'île d'Elbe va énormément exploser d'un point de vue à la fois économique, social et politique. Mais au bout de 10 mois, il se rend compte de 2 événements importants. La première, c'est que pendant l'abdication, il était promis de lui verser sur les comptes du Trésor 2 millions de francs annuels. De cet argent, il n'en a jamais vu la couleur. Et la seconde raison, c'est que le Congrès de Vienne, qui décide maintenant du sort de l'Europe, avec l'ensemble des ambassadeurs et des plénipotentiaires, ont décidé d'éloigner Napoléon, qui devient un peu dangereux, et de l'éloigner peut-être aux Açores, et peut-être même déjà à Sainte-Hélène. Donc, voyant ces 2 événements se conjuguent d'une certaine manière, et sachant que les Français sont dans une situation économique très défavorable, eh bien Napoléon décide de rentrer. Il part de l'île d'Elbe, de Porto Ferraio, le 26 février 1815, arrive le 1er mars parce qu'il a pu gagner cette côte française parce que l'homme qui était en charge de le surveiller, le colonel Campbell, un colonel anglais, avait quitté l'île d'Elbe pour aller voir sa maîtresse 3 jours, donc il a profité de cette petite intervalle, et il arrive à Golfe-Juan, il prend la route des Alpes, parce que c'est une route qui est profondément et dramatiquement justement républicaine à cette époque, alors que nous sommes maintenant au moment du règne de Louis XVIII, donc c'est la seule route possible qu'il peut emprunter, et il rentre donc par Golfe-Juan, il prend Grasse, et remonte jusqu'à Grenoble. À Grenoble, il le dira, jusqu'à Grenoble, j'étais un aventurier. À Grenoble, je suis devenu prince de nouveau, parce que les habitants de Grenoble ont ouvert les portes, lui ont présenté à ses pieds, et à la fraie, eh bien, les dernières troupes royales qui devaient être face à lui, eh bien, se sont finalement ralliées à son panache tricolore, et sont devenues, cette fois-ci, de nouvelles troupes impériales. Il rentre ensuite à Lyon, le 11 mars, et revient donc ici, au pied de cet arc de triomphe du Carrousel qu'il avait fait élever en 1807 pour rentrer aux Tuileries, qu'a quitté depuis la veille Louis XVIII. Louis XVIII part en exil jusqu'à Gand. Napoléon se rend compte que les troupes européennes sont de nouveau contre lui. Il est donc obligé de réarmer, de lancer une nouvelle campagne militaire qui va s'achever, vous le savez, dramatiquement, le 18 juin 1815 à Waterloo. De nouveau, la bataille lui est défavorable, comme ça l'était notamment le cas en Russie ou à Leipzig. Et il revient ici à Paris pour abdiquer une seconde fois, non pas à Fontainebleau comme il l'avait fait, mais au Palais de l'Élysée. Le 22 juin, il abdique dans le Salon d'Argent. Il reprend ensuite la route de l'exil. Il se demande les choix qu'il s'offre à lui. Il en a 3. La première, c'est de nouveau lancer une guerre civile. Il s'y refuse. La seconde, de partir pour les Amériques, mais de manière incognito. Pour la légende, ce serait dramatique. La troisième qui s'offre à lui, c'est de se rendre à ses plus intimes et plus acharnés de ses ennemis, donc ce sont les Anglais. Il se rend aux Anglais pour essayer de partir vers Londres, où il va être donc jugé par l'habeas corpus, mais les Anglais ont trouvé la subtilité, ils vont l'écarter et l'éloigner définitivement vers un comptoir de cette Compagnie des Indes, donc il n'est pas justement sous la responsabilité de cet habeas corpus, donc il ne pourra pas être jugé, et donc il l'éloigne vers l'île de Sainte-Hélène, à 2000 km des côtes africaines et à 3000 des côtes sud-américaines. On parle souvent des 100 jours pour Napoléon. Ce n'est pas tout à fait exact. Les 100 jours, c'est exactement le temps qui sépare Louis XVIII de son départ le 19 mars 1815 de son retour après l'abdication de Napoléon du 22. Donc d'une certaine manière, on parle toujours des 100 jours comme de la période historique, effectivement, de cet interrègne de Napoléon entre son retour et son départ après Waterloo. D'une certaine manière, c'est tout à fait faux. C'est en fait à Louis XVIII qu'il faut faire référence. Le Napoléon qui rentre de l'île d'Elbe n'est pas celui qui est parti à Fontainebleau. D'une certaine manière, il a compris que les temps avaient changé et la première de ces mesures qu'il va prendre, et qui est vraiment une chose très importante symboliquement, c'est qu'il abolit l'esclavage. On a toujours dit de Napoléon qu'il avait rétabli l'esclavage en 1802. Ce qui n'est pas effectivement faux, hein. Il l'a rétabli pour des raisons économiques majeures. Mais en 1815, il a compris que les temps avaient changé et que d'une certaine manière, il faut abolir l'esclavage définitivement. Et il le fait en 1815. Et ensuite, il lance de grandes réformes et surtout de nouvelles élections en 1815 qui, malheureusement pour lui, vont lui être défavorables. Parce que le régime a changé et puis surtout, les républicains jacobins donc, et royalistes
sont majoritaires en France, alors que les bonapartistes sont véritablement minoritaires. Les trois principales réformes, hormis justement cette abolition de l'esclavage qui va décider en juin 1815, les trois principales réformes, elles sont de trois natures différentes. Elles sont législatives. Napoléon rétablit cette fois-ci une Assemblée nationale telle qu'elle existait sous la Révolution, et elle n'aura pas le temps de siéger puisque Waterloo va suivre finalement 3 semaines plus tard. Mais c'était dans une instance importante. Elle reviendra finalement en 1830 et surtout en 1848 avec la Deuxième République. Donc ça, c'est une réforme importante qu'il a mise en place. La seconde réforme, elle est importante, c'est le retour de la Marseillaise. La Marseillaise qui avait été abandonnée puisque c'était le chant du départ qui était l'hymne officiel sous l'Empire, la Marseillaise redevient hymne national. Et elle va le rester très peu de temps finalement, mais elle redeviendra finalement dans l'esprit des gens, et notamment des Parisiens, en 1848, le chant de ralliement. Et cette Marseillaise ensuite, on le sait, sera définitivement adoptée par la Troisième République après 1870. Et puis la troisième réforme, elle est très importante pour vous, mesdames, c'est que justement les femmes qui n'étaient peut-être pas dans de bonnes conditions avec le code civil, eh bien de grandes réformes en faveur des femmes vont être entreprises à partir de juin 1815. Pour la place des femmes dans la société, pour la place des femmes également dans la famille, et ces grandes réformes seront adoptées ensuite par Louis-Philippe à partir de 1835. On parle toujours de l'accueil des troupes, parce que les troupes étaient, vous le savez, mises en demi-solde, c'est-à-dire qu'elles étaient payées la moitié de leur solde. Louis XVIII n'avait plus besoin de garder sur le pied de guerre des troupes aussi importantes qu'elles l'étaient du temps de l'Empire. Donc ces troupes, forcément, elles accueillent avec beaucoup de ferveur, d'enthousiasme Napoléon. Elles le porteront d'ailleurs jusqu'à son trône aux Tuileries. En revanche, les Parisiens vont être beaucoup plus mitigés parce que l'entrée par la porte d'Italie que l'on connaît aujourd'hui, c'est ce qu'on appelait la porte d'Orléans et la porte ensuite de Fontainebleau. Et bien cette porte de Fontainebleau montre bien que les Parisiens ne sont pas si enthousiastes. Ça n'est pas l'entrée des troupes de la 2e DB comme en 1944 finalement. Là, cette fois-ci, Napoléon rentre dans un Paris un peu indifférent d'une certaine manière, parce qu'elle attend cette population parisienne. Elle a été tellement brinque-ballée entre les populations et les sentiments à la fois des Jacobins, de Thermidor, du Directoire, du Consulat, de l'Empire et bien sûr de la Première Restauration, qu'elle attend de voir. Et d'une certaine manière, 3 semaines après, elle aura sa réponse. Louis XVIII reviendra, cette fois-ci définitivement, jusqu'en 1824.